Bonjour à tous pour ce nouvel épisode des vidéos de jeux Bazinga. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu un petit peu particulier puisqu'il s'agit de Twilight Struggle. Voilà, qui est un jeu visiblement populaire puisqu'il s'agit du jeu qui est classé numéro 2 sur le site Board Game Geek, donc, et qui a été précédemment le numéro 1 jusqu'à l'été dernier, je crois. Donc c'est un jeu qui est très bien classé par tout le monde, et donc ça va être intéressant de voir exactement le détail, puisque je crois qu'il n'y a pas eu de vidéo en français de fait sur ce jeu. Alors l'occasion de faire cette vidéo m'est donnée par le fait qu'une version collector vient de sortir il y a quelques semaines de ça, et que d'ici quelques semaines ou quelques mois, mais c'est imminent maintenant, devrait sortir une version électronique sur PC et sur tablette de ce même jeu. Donc pour ceux qui seraient intéressés par la version électronique au lieu de la version physique, la vidéo pourra leur donner des pistes pour savoir si le jeu est susceptible de les intéresser ou pas. Donc voyons voir si le jeu est aussi bon que le classement laisse présager. Je vous fais une présentation des règles et ensuite je reviens pour donner mon avis et confronter à celui des utilisateurs de BGG. A tout à l'heure. Donc voici le matériel de Twilight Struggle. Je vous présente la version qu'on peut trouver la plus communément aujourd'hui, c'est-à-dire la version Deluxe, enfin dite Deluxe. Donc vous avez la boîte avec la porte de Brandebourg, une iconographie assez classique de la guerre froide. C'était l'endroit où se trouvait Checkpoint Charlie, le point de jonction entre l'Est et l'Ouest à Berlin. Vous avez, je vous la montre quand même, le plateau de jeu. Le plateau de jeu représente la carte du monde évidemment, puisque c'est le thème du jeu. Les deux superpuissances, on va voir ça en détail dans l'explication des règles après. Les différentes zones géographiques, les continents, avec des cases qui sont destinées à certains pays qui sont considérés comme notables et donc pour lequel la lutte pour l'influence va avoir lieu. La carte, ce qui est inhabituel pour des wargames, mais qui le devient de plus en plus chez GMT, et monté sur carton, au lieu d'être du papier qu'il faut mettre sous un plexi, comme c'est souvent le cas pour les jeux. Voilà, mais le succès du jeu a fait que désormais cette version-là est la version que vous pourrez trouver partout. Donc l'iconographie est très claire, vous avez les zones qui sont délimitées comme ça par des couleurs communes, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, toutes ces choses-là, l'Europe évidemment, toutes ces choses-là sont facilement délimitées. Vous voyez les jonctions, on va voir leur utilité tout à l'heure, entre les pays. Vous avez les différentes pistes qui permettent de suivre l'évolution de la partie. Ici, les tours, il y a jusqu'à 10 tours dans une partie. Ici, la course à l'espace. Ici, les actions dans chaque round, c'est-à-dire que dans chaque tour, on va jouer un certain nombre d'actions différentes, puisque plus tard dans la partie, à partir du tour 4, on joue un peu plus d'actions dans chaque tour. Ici, le suivi des points de victoire, le niveau d'EFCON et le niveau d'activité militaire. Et enfin, ici, la séquence de jeu. Tous les éléments sont représentés sur la carte. Et ici, voilà, vous avez même une légende qui récapitule tout. Donc tout est vraiment très très clair à ce niveau. 2D, un rouge, un bleu, soviétique, américain, ou soviétique impérialiste, suivant
l'idéologie que vous souhaitez suivre. Ici, les pions. Alors, je pense pas que le tray soit fourni avec le jeu, donc voilà, mais ça permet de les classer. En fait, la plus grande partie des pions sont des pions qui permettent de noter le niveau d'influence dans un pays, hein, que ce soit du côté américain ou du côté soviétique, et avec une valeur, et deux faces. La face claire, enfin sur fond blanc, indiquant la présence, une présence idéologique, et la face à la couleur dominante du camp considéré, c'est-à-dire ici pour les soviétiques rouge, indique pour une valeur donnée le contrôle du pays. Donc je vais expliquer ça un petit peu plus avant tout à l'heure quand on va rentrer dans le détail des règles. Vous voyez, c'est la majorité des choses. Ici, vous avez des pions qui servent à noter, à manifester sur la carte que certaines cartes ont été jouées. Il y a des événements qui sont retirés, qui ont un effet durable sur la partie. Donc ça permet de faire un marqueur à ce niveau-là. Ici, vous avez différents types de pions qui sont utilisés sur les pistes. Et puis ici, les pions DEFCON qui permettent de neutraliser les possibilités de faire des coups d'État dans des régions entières. Et c'est pour ça qu'on les indique avec ces pions jaunes. Voilà, donc en fait, du matériel voilà, de très bonne qualité. Ce sont des pions à coins ronds, bien découpés. Il suffit juste de bien les trier et le jeu est très facile à utiliser de cette façon. Les règles du jeu, les règles du jeu sont très courtes. En fait, il y a même pas voilà, 11 pages de règles. Un exemple de jeu, une partie commentée en fait, assez éclairante qui donne des clés pour comprendre comment le jeu se joue de façon un petit peu plus fine. Et puis un côté historique où les cartes qu'on retrouve dans le jeu, les événements qu'on retrouve dans le jeu sont expliqués par rapport à l'événement historique réel qui les a inspirés. Donc voilà, vous avez pas mal de choses, donc on peut trouver beaucoup de choses et même des notes stratégiques par les auteurs. Enfin, les aides de jeu, vous voyez, sur cette feuille, vous avez l'explication résumée de toutes les règles du jeu. Donc vous pouvez vous rendre compte que les règles sont très simples. Elles tiennent sur une page, en fait, une fois qu'on les a lues. Les grandes lignes sont sur une page. Et de l'autre côté, vous avez la liste de toutes les cartes, ainsi que leur affiliation, leur valeur en point d'opération, enfin des détails qu'on va voir dans le détail des jeux. Donc c'est assez simple. Voilà, on a fait le tour du matériel. Maintenant, je vais vous montrer rapidement le matériel pour la version collector. Alors bien sûr, j'ai oublié. Voici les cartes qui sont le cœur du moteur du jeu. Vous avez 3 decks en fait. Début de la guerre, fin de la guerre ou milieu. Et ces cartes vont être mélangées les unes aux autres au fur et à mesure que la guerre froide évolue, c'est-à-dire qu'on commence uniquement avec les cartes du début le deck uniquement du début de la guerre. Ensuite, quand on va dépasser le seuil, hein, c'est-à-dire ici, après le 3e tour, on va y adjoindre toutes les cartes Midwar et remélanger la défausse avec les cartes Midwar, ce qui veut dire que des cartes du début de la guerre peuvent être rejouées éventuellement, sauf celles qui ont été retirées du jeu parce qu'elles l'exigent. Et puis pour les 3 derniers tours, 8, 9, 10, on ajoute la guerre tardive pour faire le deck qui va donc évoluer au fur et à mesure. Donc voilà les trois decks qui sont utilisés et les cartes avec une photographie historique et puis leur effet en termes de jeu. Pour ce qui est de la version collector, elle est donc livrée dans un coffret en bois. On y trouve ici un certain nombre de choses qui sont spécifiques, c'est-à-dire un système qui permet de jouer le tour 0
En fait, c'est une sorte de pré-partie qui va conditionner la mise en place du plateau pour le reste de la partie, ainsi que des cartes optionnelles et des modifications du plateau qui permettent de la jouer. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on devrait retrouver ensuite ailleurs. Ici, chain a card. Les pochettes pour cartes qui sont fournies mais qui sont vraiment de très mauvaise qualité, donc je vous déconseille de les utiliser. Une pochette qui permet visiblement de stocker les tuiles qui sont utilisées. En fait, dans tout le jeu, ce qui était des pions, comme on l'a vu tout à l'heure, sont remplacés par ces tuiles en bois, et il y a toute une planche d'autocollants qu'il va falloir coller sur les deux faces pour reconstituer l'équivalent. Voilà. Donc voilà. Ici, les pions de contrôle et de présence, d'influence qu'on a pu voir tout à l'heure, qui sont de la couleur avec une sérigraphie avec le numéro. Et comme il n'y a pas, vous avez vu, le côté biface avec une nuance différente, une couleur dominante, qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas, pour indiquer le contrôle ou pas, en fait il y a des petits cubes, donc c'est un peu décevant, qu'on ajoute en fait pour indiquer le contrôle d'un pays par un camp. Voilà. Donc pour le renforcer, en fait on ajoute le petit cube. Donc, visuellement c'est peut-être moins efficace que n'a pu l'être l'autre côté. Ici un certain nombre de blocs nouveaux qui sont en fait liés aux cartes du tour 0, donc des nouveautés. Les dés qui sont fournis avec. Voilà. Donc en fait vous avez les dés qui étaient prévus à l'origine, qui sont très gros mais au final gros mais moches. Et puis en fait qui ont été ajoutés en dernière minute visiblement. Les dés qu'on pouvait trouver sur BGG. Qui sont plus petits mais qui sont gravés avec une petite sérigraphie pour la face 1 des deux camps avec leurs symboles. Plus cosmétique qu'autre chose. On retrouve les cartes évidemment. Voilà. Qui sont un peu mises partout. Donc les cartes qui sont identiques en fait. Hein, l'iconographie a été changée pour ce qui est de l'étoile d'un côté et puis pour le dos. Mais autrement, les cartes sont fonctionnellement rigoureusement identiques. Et on les retrouve de la même manière. Les trois piles. Il y a beaucoup de place. Ici, des marqueurs pour le niveau d'activité militaire et la course à l'espace. Et puis le niveau d'EFCON par un missile intercontinental. Voilà. Beaucoup de gens ont eu des problèmes avec des canons cassés à la réception. Moi j'en ai eu un point de glu et c'est absolument invisible. Je pense que vous ne pouvez pas déterminer lequel de mes deux chars a été réparé. Donc voilà, c'est vraiment un non-problème. Ici, un petit mot d'excuse pour tout le retard. Ici, la carte. Alors la carte, elle est en fait, je vous la montre, montée aussi, c'est-à-dire sur du carton également. Vous voyez au fond le côté un certificat d'authenticité, donc ça fait très, très sérieux tout ça. Donc la carte cartonnée, et en fait elle est double face. Donc vous retrouvez ici, vous devez reconnaître l'iconographie de la carte précédente, la version de luxe, et ils ont fait spécialement pour la version collector une autre carte qu'on retrouve ici, donc sur le revers. Donc vous avez deux cartes suivant les goûts et suivant vos options esthétiques pour lesquelles que vous pouvez utiliser. Donc cette carte-là est beaucoup plus exclusive à la version collector que l'autre évidemment, mais elle a l'avantage
présenter des choses. Voilà, je vous la montre, je vous la remontre rapidement. Ici, voilà, vous avez toutes les tuiles qui sont dans un côté, qui ne sont pas présentes d'habitude, qui permettent de les stocker quelque part sur la carte. C'est une nouveauté de cette version de la carte. Donc voilà le matériel, rien de fondamentalement différent, hein, c'est juste des ajouts qui sont plus de caractère esthétique que d'autres choses. Donc maintenant, je vous explique un petit peu les règles. Voici la séquence de jeu. La première chose, c'est qu'on diminue le niveau d'EFCON de 1, donc on va vers la paix. Ensuite, on distribue les cartes à chaque joueur. Ensuite, la phase de carte à la une, c'est-à-dire que chaque joueur va devoir choisir une carte dont l'action, dont l'événement va être joué. Voilà, donc ça oblige à jouer un événement, un minimum, par tour, même si on n'a que des cartes qui sont défavorables, et il va être joué tel qu'il est écrit. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, la phase d'action, suivant le nombre d'actions dont on dispose, on va jouer donc les cartes soit pour leur événement, soit pour les valeurs de points de victoire, d'opération, pardon. Ensuite, on va voir le niveau d'opération militaire et vérifier s'il est inférieur ou pas à DEFCON, ce qui va permettre de gagner des points de victoire. On doit démontrer, bon ça c'est une carte, une phase de tournoi uniquement. Retourner la carte, la China Card, si elle a été jouée pour montrer qu'elle est à nouveau active. Avancer le marqueur de tour, évidemment. Et si on est dans le dernier tour, le 10e tour, on refait un final scoring pour tous les continents et régions. Voilà. La séquence de jeu est assez simple. Le cœur, en fait, il se trouve entre ces parties-là. Le reste, c'est vraiment anecdotique. Hein. La chose principale, DEFCON, distribution des cartes, la carte de une et l'ensemble des cartes qui sont jouées, soit pour leur événement, soit pour la valeur de points. Et enfin, le petit contrôle pour la valeur militaire, et ce qui permet de gagner quelques points de victoire éventuellement. Voilà, on a fait le tour de la structure du jeu. Voilà la façon dont le jeu se passe de façon générale. Vous avez ici la piste des tours. Pour les tours, vous avez 10 tours pour une partie. Vous avez 3 périodes. La première, où il n'y aura que 6 actions pour chaque tour. 6 actions pour chaque camp. La période du milieu de la guerre, pour laquelle il y aura 7 actions. Et enfin, pour les 3 derniers tours, la fin de la guerre froide, en gros les années 80, 75-80, il y aura 10 actions par tour. C'est ici que les actions de chaque tour sont notées. Donc l'URSS, les soviétiques, jouent toujours en premier. Ensuite, on retourne, ce sont les Américains. Et ensuite, URSS pour le deuxième, Américain. Puis URSS, et ainsi de suite, jusqu'au dernier tour. Le dernier tour étant variable suivant la période dans laquelle on se trouve. Le deck de début de la guerre est utilisé pour les 3 premiers tours. Il y a des cartes qui sont retirées définitivement quand elles sont jouées, d'autres non. Donc quand on arrive au bout, on peut remélanger le jeu. Et quand on passe au 4e tour, on y ajoute et on remélange toutes les cartes du milieu de partie, du milieu de guerre. Et enfin, on joue avec l'aléatoire. À partir du 8e tour, là on joue avec l'intégralité des cartes. Les cartes qui n'ont pas été écartées des périodes précédentes sont toujours dans le deck. Donc il y a des choses qui peuvent revenir. Le principe général du jeu, c'est un jeu d'influence. En fait, c'est un jeu de majorité qui se trouve caché derrière le vernis de la guerre froide. On va chercher à avoir la majorité de son influence dans des pays et au-delà de ces pays, dans des régions géographiques. On les voit sur la carte. Elles ont une couleur correspondante. Certains pays sont indiqués de façon plus évidente. Ce sont des battleground states, c'est-à-dire des pays pivots.
qui ont une valeur plus importante. Quand on va, il y a des cartes qui permettent d'évaluer la puissance d'un pays, d'un des camps dans une zone géographique donnée qui peuvent être joués pour gagner des points de victoire. Et à ce moment-là, on va contrôler la présence, la domination ou le contrôle de chaque camp. Et donc, c'est là que le simple fait d'être présent, de contrôler plus de pays pivots que l'adversaire, ou d'avoir la domination totale, rapportera, vous voyez, suivant le degré de puissance du camp, plus de points. Les points de victoire, justement, on les note là. Alors en fait, c'est un système différentiel, c'est-à-dire que si par exemple l'URSS gagne 3 points et qu'on part de 0, eh bien on déplace ici. Mais si les Américains gagnent 2 points, eh bien, en fait ils en font perdre 2 à l'URSS puisqu'elle est encore, on va dire, de son côté, la balance penche de son côté. Donc tout ça est différentiel, hein, c'est-à-dire que quand on gagne des points, eh bien, en fait on peut, ça veut juste dire qu'on emmène les points de victoire de son côté. Dès qu'on arrive à 20 d'un côté ou de l'autre, c'est une condition de victoire mort subite, c'est-à-dire qu'on arrête la partie immédiatement. Les conditions de victoire, elles sont simples. Arriver à 20 points de victoire, contrôler l'Europe, ou celui qui cause la guerre nucléaire, c'est-à-dire le passage au DEFCON 1, celui qui la cause, perd. Donc c'est un moment où la tension est telle que celui qui cause la guerre est en fait perdant. Donc on peut manœuvrer de façon à coincer l'adversaire, éventuellement à rendre le fait qu'il déclare la guerre nucléaire inévitable et l'obliger à perdre. Donc voilà les principales façons de jouer la partie, 10 tours. Il est très fréquent qu'on n'arrive pas à l'aléatoire. Donc il y a des règles optionnelles qui permettent de voir ces cartes-là qui ne sont pas forcément vues avant. Et donc voilà comment le jeu se passe. C'est extrêmement simple. Maintenant, je vais faire un petit focus sur les règles de contrôle de pays qui sont au cœur du système de jeu. Donc ici, nous allons voir comment fonctionne le principe de l'influence dans les pays qui se trouvent vraiment voilà, au centre du jeu. Alors, vous voyez ici, par exemple, pour le Soudan, les États-Unis ont 4 points d'influence. Et le pion est sur sa face de contrôle, c'est-à-dire la face qui a la dominante bleue. Pourquoi ? Parce qu'il a 4 ici. Et donc, dès que l'influence d'un pays dépasse la stabilité, l'influence dans un pays dépasse la stabilité qui se trouve dans le petit carré ici du pays, eh bien le pion passe sur la face contrôle, c'est-à-dire la face dominante de la couleur. Donc là ici 4 est évidemment supérieur à 1, et comme il n'y a rien en face pour contrebalancer, le pays est contrôlé. Ici un autre exemple où il y a une présence des deux pays. Donc ici on a 3, 1 des États-Unis, donc la différence en fait c'est 2 entre les deux, et comme cette différence est supérieure à la stabilité, eh bien c'est le pays qui a le plus qui contrôle. Si jamais les États-Unis devaient gagner encore 1 en influence, ici, hop, on resterait dans cette configuration. L'URSS serait toujours au contrôle puisqu'il y a 1 de différence, donc ça suffit à garder le contrôle. Si en revanche l'Amérique passe à 3, on remplace ici, et ici on est obligé de retourner en simple influence de façon à refléter le fait que la différence n'est pas supérieure à la stabilité du pays. Ici, on peut imaginer la même chose. Alors, en fait, ce serait comme ça puisque le Botswana est à 2.
et qu'il n'y a rien en face. Si on met deux influences américaines, la différence entre les deux serait de 1 seulement, et donc là, on se retrouve avec une version non contrôlée. Voilà comment fonctionne le système de contrôle de pays. Les pays pivots sont indiqués avec un titre violet, et c'est eux qui comptent, hein, puisque quand on contrôle plus de pays pivots que l'adversaire, on peut estimer contrôler la région, et quand la carte qui permet de gagner des points de victoire sort, eh bien ça vaut beaucoup plus. Chaque région a différents points que l'on peut gagner de cette façon-là, qui sont indiqués dans le cadre qui se trouve juste à côté. Voilà comment fonctionne le principe de l'influence, et ça c'est vraiment le cœur du jeu. Et donc en fait c'est un système de majorité comme on en trouve dans beaucoup d'autres jeux, mais qui est appliqué là de façon totalement directe pour ce qui est de Twilight Struggle. Au cœur du jeu, on a un système de majorité qui est donc l'influence que chacun des deux camps peut avoir dans un pays donné ou dans une zone géographique donnée, un continent ou un sous-continent. Le deuxième élément qui se trouve au cœur du jeu, ce sont les cartes. Les cartes, vous en avez 3 qui sont indiquées, je vous ai présenté ici. On les joue, on en joue une à chaque action de round dans le tour. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le droit, la possibilité de jouer 6 cartes pendant les 3 premiers tours, puis 7 cartes du tour 4 au 7, et éventuellement 8 cartes du 8 au 10, puisque le jeu s'accélère, on va dire. Il y a de plus en plus de cartes, puisqu'à chaque fois on remélange les cartes dans le deck. Alors qu'une carte, ça se présente de la façon suivante. Vous avez une photo, vous avez le deck auquel la carte appartient, son numéro de référence. Ici, très important, le nombre de points d'opération que la carte vaut, 3, 4, 1. Je vais vous expliquer à quoi servent ces points d'opération tout à l'heure. Vous avez aussi une étoile rouge pour les soviétiques, blanche pour les américains, qui indique quelle est l'affiliation de la carte, en fait, de l'événement qui se trouve au niveau de la carte. Par exemple, pour cette carte-là, c'est la formation du pacte de Varsovie. La carte vaut 3 points, puisqu'en fait, quand vous la jouez, vous décidez soit de la jouer pour la valeur qui se trouve ici dans l'étoile, soit pour son événement. Ici, 3 points à jouer. Je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi servent ces 3 points. Ou alors vous appliquez au sens strict ce qui se passe dans la description qui se trouve ici. Alors, la subtilité, c'est que quand vous êtes un camp et que vous jouez pour les points une carte qui n'est pas de votre camp, imaginons ici que ce soit l'Américain qui joue cette carte de la formation du pacte de Varsovie, comme ça n'est pas une carte qui lui est affiliée, lui il la joue pour jouer les 3 points qui se trouvent ici, parce qu'il a besoin de 3 points par exemple, et bien malgré tout, comme c'est la carte de l'adversaire, l'événement de l'adversaire qui est joué, eh bien il est obligé de suivre les instructions de l'adversaire. Après, le seul choix qu'il a, c'est de décider s'il préfère appliquer en premier l'effet ou les points qu'il va en tirer. C'est la latitude qu'il a. Après, pour les cartes qui ont un astérisque ici, les cartes ainsi sont retirées du jeu après. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, les cartes reviennent dans le deck de la défausse, pas ces cartes-là quand elles sont jouées pour leur événement. Si elle a été jouée pour la valeur ici, par son camp, eh bien, il n'y a pas de problème, elle est recyclée. Si en revanche elle a été jouée pour l'événement, même si c'est pour l'événement en tant que carte adverse, évidemment, elle est retirée du jeu. Et en plus, le fait qu'elle soit soulignée indique que c'est un effet durable pour le jeu. L'OTAN, même chose, une carte américaine. Ici, vous avez
l'illustration de ce que peut être une carte neutre, c'est-à-dire que celle-là vaut 1 point, et que, peu importe qui la joue, si elle est jouée pour sa valeur de points d'opération, l'effet ne sera pas joué, puisque elle n'appartient à personne, les deux couleurs sont présentes dans l'étoile. En revanche, si elle est jouée par un joueur pour sa valeur, ici, pour l'événement qu'elle représente, dans ce cas-là, eh bien, on applique l'événement pour le joueur considéré. Voilà le système de base du jeu, c'est extrêmement simple. Vous avez des cartes, vous choisissez. Est-ce que vous la jouez pour la valeur ou pour l'événement? Si c'est une carte marquée pour l'adversaire, malgré le fait que vous ayez joué la valeur de point d'opération, vous êtes obligé de réaliser l'événement. La carte est recyclée ou non, suivant les instructions qui sont marquées sur le jeu. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait jouer une carte soit pour la valeur en points d'opération, soit pour son événement. Ici, je vais m'intéresser à l'aspect point d'opération. L'événement, il dépend de chaque carte. Il suffit de l'appliquer de façon stricte, tel qu'il est indiqué sur chaque carte. Les points d'événement, donc les points d'opération, pardon, on les trouve ici. Il est possible de faire 3 choses avec ces points d'opération, enfin ces cartes, quand on les joue pour les points d'opération. Soit, et c'est la façon la plus violente de la jouer, on fait un coup d'état. Pour un coup d'état, ça coûte l'intégralité des points de la valeur des points de la carte. C'est la carte en entier. Donc il vaut mieux utiliser une carte avec une valeur faible, puisque ça permet de l'utiliser de façon plus souple derrière. Imaginons que ce soit celle-là. Et donc on fait un coup d'état. Pour faire un coup d'état, il faut qu'on le fait dans un pays, donc on désigne le pays dans lequel on veut faire le coup d'état. Il faut que l'adversaire soit présent, c'est-à-dire que si la case de son côté est vide, eh bien ça n'est pas possible. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on fait le coup d'état, on ajoute un jet de D6, on jette un D6, on ajoute la valeur de la carte qu'on a sacrifiée dans le processus, pour faire le coup d'état, et le résultat, on le compare à 2 fois la valeur de la présence de l'adversaire, puisqu'il doit être présent, donc on multiplie par 2, et la différence entre D plus la valeur de la carte moins 2 fois la valeur de l'influence de l'adversaire donne le différentiel qu'on va appliquer à la présence de l'adversaire. Donc imaginons que l'adversaire soit peu présent, si jamais il a 1, donc ça fait 2 quand on le double, et qu'on a 5 en faisant la somme d'un jet de dés et de la valeur, donc ça ferait une différence de 5 moins 2, 3, et donc ça fait un différentiel de 3, et comme lui il avait 1 au départ, eh bien on enlève 1 et on se rajoute 2. À chaque fois, comme pour les points de victoire, on pense tout en différentiel, c'est-à-dire que si on retire 3 d'influence aux soviétiques, eh bien si on devient négatif, eh bien en fait ça devient du positif pour les Américains. Voilà. Donc il n'y a pas de choses qui sont perdues. Donc en fait, si on fait 3 et qu'on retire 5, eh bien ça fait 2 pour l'adversaire. Donc voilà comment fonctionne le coup d'état. La grosse différence, c'est que le coup d'état baisse le niveau d'EFCON, qui se trouve ici, de 1, puisque le coup d'état, c'est l'action la plus, on va dire, militaire qu'on puisse imaginer dans le jeu, mis à part la guerre nucléaire. Donc c'est vraiment quelque chose de très intense, et donc ça alimente la tension entre les deux blocs, ça fait baisser le statut d'EFCON. Ce qui veut dire que, étant donné qu'il n'y a pas de possibilité de faire des coups d'état dans certaines zones suivant le statut d'EFCON, que c'est un excellent moyen de, quand l'adversaire se trouve bloqué parce que lui, on sait que il ne peut pas aller plus loin à cause du niveau d'EFCON, on peut en faire de son côté. Hein. Parce que quelqu'un qui fait un coup d'état, par exemple en Amérique du Sud, à DEFCON 3. Alors, attendez, c'est ici, voilà. À DEFCON 3, il a le droit de faire un coup d'état en Amérique du Sud, mais ça fait
donc baissé à 2, ce qui veut dire que là, puisqu'on ne peut, si jamais devait y avoir un coup d'état supplémentaire, on serait bloqué, eh bien, virtuellement, il empêche tout coup d'état ultérieur, en tout cas pour un certain moment, ailleurs, puisque là, on est au bord de la guerre, et donc l'adversaire ne peut plus causer une baisse de niveau d'EFCON. Donc ça, c'est la première chose. Le coup d'état, c'est l'utilisation la plus militaire, on va dire, des cartes. Un niveau en dessous, on a le jet de réalignement. Alors un jet de réalignement, ça coûte 1 point. Et donc on peut en faire plusieurs. En fait, il suffit ici de chaque joueur jette un dé 6. Chaque joueur, alors il faut que les deux joueurs disposent d'influence dans le pays qui est visé. Et chaque joueur lance le dé, ajoute le modificateur qui correspond. Alors pour ce qui est des jets de réalignement, il faut rajouter plus 1 par chaque pays adjacent, donc relié, voilà, qui est éventuellement contrôlé. Ça aide. Plus 1 si c'est la superpuissance qui est adjacente, évidemment, et plus 1 si le joueur qui fait le jet de réalignement a déjà plus d'influence que l'adversaire. Voilà. Donc ensuite, celui qui jette le dé le plus fort, enfin une fois modifié, eh bien, la différence, il l'ajoute à son influence. Voilà. Ça permet de pousser son avantage quand on en a beaucoup, puisque chaque pays qu'on contrôle déjà vient en appui et augmente ses chances, sa propre surpuissance aussi, donc ça permet de prolonger son influence de façon très très rapide. La dernière façon d'utiliser les points d'opération, c'est tout simplement de marquer des points d'influence. C'est-à-dire que chaque valeur de la carte, ici par exemple 3, donne 3 points d'influence qu'on peut ajouter à son camp partout dans le monde. La seule contrainte, c'est que on ne peut ajouter de l'influence que dans un pays où on a déjà de l'influence ou dans un pays adjacent à un pays où on a déjà de l'influence. Voilà. Il ne faut pas oublier que le modèle intellectuel sur lequel le jeu est basé, c'est celui de la théorie des dominos en sciences politiques qui était en cours dans les années 50, 60, 70, c'est-à-dire de fait que de proche en proche, une des superpuissances pouvait augmenter son influence sur le monde. Et donc c'est parfaitement rendu par ce système où vous avez le graphe d'adjacence que vous voyez qui est inscrit sur la carte, qui permet de faire des avancées, des percées entre pays. Il suffit que vous ayez une tête de pont quelque part, et donc ça vous permet de distribuer votre influence à partir de ce point-là en utilisant les points d'influence des cartes. Donc voilà le point central du système de jeu. Majorité pour ce qui est du système des points d'influence, et puis les 3 utilisations au-delà de l'événement lui-même qui est spécifique à chaque carte, coup d'état, réalignement ou augmentation de l'influence. Voici des cartes un petit peu particulières pour terminer qu'on trouve dans les decks. Ce sont les cartes qui permettent de marquer des points de victoire directement sur la piste des points de victoire, suivant une région que l'on contrôlerait. Ce sont des cartes qui sont neutres, qui peuvent être jouées par un joueur ou l'autre, et en général, on prépare, quand on a pioché cette carte, ces cartes-là, on prépare le fait de les jouer, on va dire en fin de tour, parce qu'on ne peut pas les garder, donc on est obligé de les jouer dans le tour où on les a piochés. Et donc, on prépare le terrain, et ça peut donner des indices à l'adversaire aussi, puisqu'on va essayer d'obtenir une certaine forme de domination ou de contrôle dans la zone en question. Donc c'est pour ça que ce sont des cartes
particulière parce qu'elle rapporte, vous voyez, puisque à 20, c'est mort subite si jamais on est en position favorable. Un scoring qui passe bien alors qu'on a déjà avancé dans son côté, eh bien ça permet tout de suite de déclencher une victoire. Voilà, alors les 3 stades qui sont indiqués sur la carte, c'est la présence, la domination et le contrôle. Pour ce qui est de la présence, le premier stade qui rapporte le moins, il suffit que la superpuissance ait une présence dans la zone en question, c'est-à-dire qu'elle a juste besoin d'avoir une influence quelque part. Donc c'est... enfin, pas une influence, un contrôle, pardon, dans la zone. Un contrôle quand même. Donc un pays sur la face dominante de sa couleur, quand l'influence dépasse la stabilité. La présence, la domination, c'est quand il y a plus de pays de cette région qui sont contrôlés par une puissance que par son adversaire, et qu'elle contrôle aussi plus de pays pivots, donc les fameux pays en violet, que l'adversaire. Donc il faut au moins posséder un pays qui ne soit pas un pays pivot et un pays pivot, hein, de façon à avoir les deux, quoi. Mais il faut être majoritaire dans les deux types de pays. Et enfin, le contrôle, c'est quand la superpuissance a plus de pays dans cette région qui sont contrôlés que son opposant et qu'elle contrôle tous les pays pivots de la dite région. Donc là, c'est un niveau encore plus important, c'est-à-dire que tous les pays pivots sont contrôlés et que les autres pays, on a la majorité. Donc, voilà. Donc les 3 stades, et vous voyez ici que chaque carte peut avoir des bonus spécifiques différents suivant les circonstances. Mais cette fois-ci, c'est dépendant de chaque carte. Donc ça, c'est la première, une petite chose supplémentaire dont je voulais vous parler. La deuxième, c'est la course à l'espace, qui se trouve ici. C'est une chose qu'on peut faire au lieu de jouer sa carte du tour. En fait, on joue la carte et on la mise, entre guillemets, pour une tentative d'augmentation de sa course à l'espace. La valeur de la carte en point d'action doit être supérieure à la valeur qui est indiquée ici. Vous voyez, chaque case de la progression a une valeur minimale de la valeur d'opération sur laquelle on la met. La première étant non indiquée, c'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quel type de carte. Et ensuite, on jette le dé et on doit tomber dans la fourchette indiquée ici. Éventuellement, pour ce qui est, vous voyez, ici de certaines étapes, cela donne un avantage. L'avantage, on ne le garde que tant que l'adversaire ne nous a pas rattrapé. Voilà, si l'adversaire revient, l'avantage est neutralisé et on gagne des points de victoire ici. Le premier qui arrive à la valeur la plus forte et le deuxième à la deuxième valeur. Voilà, donc ça permet d'aller plus loin et éventuellement d'arriver au bout. Et la dernière étape, c'est la possibilité de jouer 8 cartes par tour quand on en a la possibilité. Et donc éventuellement une carte de plus que l'adversaire. Ce qui pour la fin de partie peut faire la différence. Donc voilà la dernière chose. Donc quand on joue une carte pour la course à l'espace, l'avantage c'est que l'événement de cette carte-là n'est pas déclenché. Ce qui veut dire que quand on a une carte, comme je vous expliquais, de l'adversaire qui est vraiment très très gênante, eh bien c'est une façon de s'en débarrasser sans déclencher l'événement. Donc les auteurs eux-mêmes disent que la course à l'espace c'est une forme de soupape de sécurité qui permet d'évacuer vraiment la carte la plus gênante que vous avez dans le tour et donc d'éviter que son événement ne se déclenche. Et ça peut être très habile dans certaines circonstances avec des cartes qui sont vraiment pas à votre avantage. La toute dernière chose dont je voulais vous parler, c'est cette carte, the China Card. C'est une carte particulière dans le sens où elle n'est pas dans le deck, elle est
elle est donnée au joueur soviétique en début de partie, et il peut l'utiliser comme si c'était une carte de son jeu. Elle vaut 4 points d'opération, donc vous vous rendez compte que c'est une carte qui vaut cher, et dans l'éventualité où vous la jouez, elle passe à l'adversaire. En fait, c'est supposé montrer le côté particulièrement changeant de la diplomatie chinoise, qui était d'abord affiliée à l'URSS, on va dire, dans l'immédiate après-guerre, et qui ensuite s'est approché, notamment avec Richard Nixon, des États-Unis, et donc le fait qu'elle aille d'un côté à l'autre, à chaque fois qu'on la joue, est supposé refléter cet aspect euh, changeant de la diplomatie chinoise. Le fait que, en plus, ce soit une expression jouer la carte chinoise et dans un jeu de cartes est assez amusant et notable pour que je puisse vous en parler. Voilà, c'est un petit élément de jeu qui rajoute à l'atmosphère générale de la partie. Bonjour. Comme vous pouvez le constater, mon avis sur le jeu est plutôt positif, extrêmement positif même. Voilà, donc je pense que effectivement, Twilight Struggle n'a pas du tout usurpé son classement dans le haut du panier de BGG. Il n'y a pas de question là-dessus. C'est vraiment un jeu extraordinaire qui mérite d'être dans les meilleurs jeux. Ça ne fait aucun doute. Les raisons, c'est tout simplement que le jeu est d'une simplicité vraiment remarquable. Il est très très épuré, c'est un jeu en fait à la base très simple de majorité et d'influence. Les deux superpuissances déploient leur influence avec le réseau de pays. C'est très parlant visuellement et puis même intellectuellement, c'est quelque chose qu'on comprend instinctivement. Les cartes sont très explicites, les événements qui ont été choisis pour les illustrer sont très parlants également. Ça permet de revisiter toute l'histoire de la guerre froide, qu'on l'ait connu plus ou moins directement ou pas, c'est très très parlant de façon très directe. Donc c'est quelque chose de très simple. Même les règles supplémentaires pour les coups d'état, les réalignements, la course à l'espace, tout ça c'est très simple et ça n'empêche pas de jouer de façon justement très immersive. Les règles sont juste un vernis qui est suffisamment simple à maîtriser. On n'est pas noyé par des cas particuliers, par des modificateurs ou des jets de dés compliqués. Voilà, c'est pas la procédure qui distrait de la qualité du jeu. Et c'est ça qui est très très important. Le jeu est très tendu, toujours, et très intense. Chaque coup est important parce que quand on fait quelque chose d'un côté, ça veut dire qu'on se découvre d'ailleurs. C'est un petit peu un jeu à somme nulle et on se prépare à certaines cartes puissantes où on essaye justement de les placer de façon intelligente quand c'est pour soi. Alors c'est un problème et un avantage. Le problème c'est qu'effectivement il faut connaître le jeu. Donc c'est un jeu avec différentes choses qui vont aller en croissant en complexité et en intérêt du jeu, puisqu'on va apprendre assez rapidement quelles sont les cartes, quand les jouer, toutes ces choses-là, et ça, c'est assez intéressant. Le jeu gagne en profondeur de cette façon-là. On explore le jeu, et ça, c'est vraiment sympa. D'un autre côté, ça veut dire que bien, un joueur novice va être avec un gros désavantage par rapport à un joueur expérimenté, donc il faut être extrêmement vigilant sur le handicap qu'on peut laisser à un joueur, voilà, et retenir ses coups quand on est un joueur expérimenté pour ne pas dégoûter quelqu'un, parce que la situation peut se retourner très très vite et il peut vraiment être dégoûté assez rapidement. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je voulais mettre le doigt pour que les gens qui vont se mettre au jeu soient aussi indulgents avec les nouveaux joueurs. Donc la tension, on la retrouve aussi comme des jeux comme le Go, les échecs, et c'est quelque chose de très, très important, très, très, très intéressant. On peut faire de la stratégie plusieurs coups en avance, il y a des avantages tactiques, avoir une stratégie de long terme, suivant les cartes qu'on a en main, il y a vraiment une très très grande richesse. La connaissance du jeu fait que on a un gros avantage, mais c'est aussi le plaisir de la maîtrise qu'on peut acquérir à force de jouer, et donc de pouvoir anticiper les événements et de bien les jouer.
Le jeu n'est malheureusement pas disponible en français, donc il faut faire attention si vous n'êtes pas anglophone. La traduction des cartes est disponible sur des feuilles qu'on peut télécharger sur BGG. Il y a toutes les aides de jeu, tout ce qu'il faut pour jouer si on le veut, mais le matériel en lui-même n'est pas traduit, donc pour ce qui est des cartes, c'est un petit peu gênant pour éventuellement les gens qui voudraient l'avoir. Alors j'attire votre attention sur le fait que justement, il y a un jeu qui s'appelle 1960 qui reprend le même système de jeu par le même auteur, enfin un des deux auteurs, et qui reprend la campagne électorale de 1960 entre Nixon et Kennedy, et qui utilise ce système pour simuler cette campagne. Et celui-là est traduit en français, je crois. C'était il y a quelques années, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais en tout cas, le jeu existe et il doit pouvoir être plus facile à retrouver. Dans les autres jeux le même système et avec le même esprit, 1989, donc ça permet, c'est un jeu qui traite lui de la chute du bloc de l'Est, donc dans lequel le camp de la liberté et des communistes en tant que système politique lutte pour toute l'Europe de l'Est, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie, la Pologne, et donc avec des événements de la même façon. La course à l'espace est remplacée par la place Tiananmen, les événements là, donc voilà, il y a toute une série de choses qui sont intéressantes, et le système est pas tout à fait, enfin, et dans les grandes lignes identique, mais pas à 100%, donc il y a des petites modifications pour l'adapter à la période et à ce qui veut être simulé. Et dans un autre genre, Wir sind das Volk, voilà. C'est un jeu, lui, pareil, qui est un jeu de duel et qui va représenter la lutte entre les deux systèmes économiques de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Donc c'est un petit peu plus particulier. Le système est différent, hein, mais on peut dire il est cousin, donc c'est un système avec des cartes aussi, et donc voilà, ça permet pour ceux qui sont intéressés par cette période et ces événements, de le jouer aussi. C'est un jeu qui a une grande profondeur, donc qui peut avoir énormément d'intérêt. Je vous ai présenté le matériel de la version collector. Il n'a rien d'extraordinaire en soi. On peut être un petit peu déçu par les figurines ou les choses comme ça. Moi, je n'ai pas, j'ai pas de problème particulier. Je sais qu'il y a eu pas mal de gens qui étaient quand même déçus par les pions en bois ou le matériel qui casse, et puis même qui est un petit peu grossier et qui manque de raffinement pour une édition collector. En revanche, le cœur du jeu, c'est-à-dire la carte, et les pions d'influence sont quand même satisfaisants, les cartes à jouer aussi, et puis il y a aussi les options, le système de tour 0 qui permet de lancer le jeu, qui est vraiment très intéressant, donc ça c'est quelque chose de bien et qui vaut, qui mérite que vous puissiez avoir de l'intérêt pour l'édition collector, parce que pour ça elle est vraiment très bien. Donc le jeu va bientôt sortir en version électronique sur Steam, je crois, et aussi pour ce qui est des desktops, et puis sur version tablette. Donc il y a énormément de gens qui vont pouvoir s'intéresser à ce jeu, et donc pouvoir découvrir sa profondeur, et surtout ça va augmenter le pool de joueurs disponibles. Donc ça, je pense que ça va être quelque chose qui va être intéressant pour les amateurs du jeu, parce que c'est un jeu qui va prendre toute sa dimension, on va dire, dans la capacité à avoir un pool de joueurs aussi important. Donc même s'il y a des systèmes sur internet qui permettent de simuler le tirage des cartes, eh bien on peut quand même imaginer que ça va être beaucoup plus agréable de jouer avec toutes ces nouveautés, et ça va redonner de l'importance et de l'intérêt à ce jeu qui n'en a pas besoin parce qu'il est déjà classé deuxième, donc il est c'est quand même un excellent jeu, une très grande réussite. Le côté théorie des dominos, puisqu'en fait c'est ça qu'il simule, qui est vraiment passionnant. On voit comment les choses et comment les actions de l'époque pouvaient éventuellement être pensées, puisque les gens qui adhéraient à la vision de la théorie des dominos agissaient en conséquence. Et donc c'est quelque chose qui est intéressant à voir, et c'est particulièrement adapté à un jeu de cette nature. Donc c'est pour ça que ça donne tout son sel au jeu. Donc voilà, Twilight Struggle, un jeu excellent pour 2 joueurs malheureusement, ou heureusement, mais en tout cas voilà, c'est une limitation qu'il faut avoir en tête si le jeu vous intéresse, et qui devrait bien vous apporter beaucoup de plaisir pour peu que vous vous plongiez dedans, parce qu'il demande quand même une certaine habitude pour vraiment en profiter encore plus que quand on est un joueur débutant.
Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.